sans détour avec Élisane Pellerin. Bonjour, bienvenue à Sans détour. Cette semaine, on commence l'émission avec Philippe Ducharme, notre chroniqueur scientifique. On continue avec Laurence Devillard, directrice générale de la Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal. On continue par la suite avec une entrevue avec Ingrid Vallus, coordonnatrice des services en accessibilité muséale au RAM. Et on aura, en terminant, une revue de presse. Bonne émission. On rejoint tout de suite notre chroniqueur Philippe Duchamp. Bonjour Philippe. Bonjour Élisane, comment vas-tu? Ça va et toi? Très très bien, merci. Philippe, qu'est-ce que tu nous apportes comme découverte scientifique cette semaine? Bon, on va commencer par parler de musique. Des études qui s'intéressent à la musique et les bienfaits que la musique elle peut donner aux gens, il y en a plusieurs. Puis on sait que la musique, c'est bon pour les apprentissages, pour la mémorisation, la résolution de problèmes. C'est bon aussi pour la santé mentale. Ça peut aider à réduire le stress. Alors, jouer un instrument de musique, ça fait intervenir plusieurs parties dans notre cerveau. On a par exemple la partie qui s'occupe de la coordination des mouvements. Il y a les aires de traitement des informations visuelles et auditives. Il y a aussi le cortex frontal, là, juste en avant, qui est responsable de l'organisation et la prise de décision. Donc, jouer un instrument, ça le sollicite énormément notre cerveau. Et puis, quand on joue de la musique, ce qu'on fait, dans le fond, c'est qu'on favorise une augmentation des connexions entre nos neurones. Fait qu'on crée plein de nouvelles connexions. On appelle ça la plasticité synaptique. C'est le terme qu'on utilise dans le domaine scientifique. Alors, voici les bienfaits de la musique. Et là, on a une étude qui est intéressante qui nous dit que jouer un instrument de musique, ça peut être dont on ressent la douleur. Et puis ça, c'est un constat qui est le fun parce que ça peut peut-être nous amener à penser à des thérapies potentielles pour des personnes qui souffrent de douleurs chroniques. Effectivement, c'est une nouveauté qui pourrait apporter une nouvelle vision des douleurs chroniques parce qu'on a souvent peu de solutions là, pour les douleurs chroniques. Absolument, c'est ça. Une douleur chronique, une douleur qui se prolonge au-delà de sa période normale de guérison. Disons que ça peut aller au-delà de 6 mois. Puis comme tu l'as mentionné, c'est que c'est une douleur qui se traite mal par les médicaments qu'on a présentement aujourd'hui ou les autres possibilités de thérapie. Puis il faut dire, des douleurs chroniques, ça vient généralement aussi avec un dysfonctionnement au niveau du système nerveux. C'est une maladie qui affecte énormément la qualité de vie des gens qui en souffrent. En fait, c'est quand même incroyable de penser qu'au Canada, il y a 1 personne sur 5 qui souffre de douleurs chroniques. Donc, c'est pas à prendre à la légère comme situation. Non, c'est énorme, 1 sur 5 quand même. Absolument. Donc, ça, on va revenir à l'étude. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les chercheurs? Ils ont pris 40 participants. Dans les participants qu'il y avait, il y en avait qui jouaient de la musique et il y en a d'autres qui n'étaient pas des musiciens. Et ce qu'ils ont fait par la suite, c'est qu'ils ont injecté dans le muscle de la main des participants une molécule qui est un facteur de croissance pour les neurones, pour les nerfs. Donc, c'est quelque chose qui est pour la santé des nerfs. Mais quand on injecte ça dans la main comme ça, là, ça va générer un certain inconfort, des courbatures. Puis ça peut durer pendant quelques jours. Et puis, ça va surtout se manifester, entre autres, quand on fait des mouvements avec nos mains. Mais je rassure les gens, là, ça ne crée pas de dommages à long terme. Là. Donc, c'est pour les biens de l'expérience. Et là, ce qu'ils ont fait, ils ont mesuré l'activité cérébrale du cerveau par une méthode, une technique qu'on appelle la stimulation magnétique transcrânienne. Un grand mot, là, mais essentiellement, c'est pour dire qu'on envoie des toutes petites impulsions magnétiques dans le cerveau. Puis ça permet d'avoir une cartographie, de voir des zones du cerveau qui sont activées. Puis là, on s'intéresse ici à la zone du cerveau qui contrôle la motricité de la main.
Alors, on va comparer les cartes avant puis après l'injection de la molécule. Oui. Et maintenant, les résultats. Qu'est-ce que ça nous montre? Eh bien, c'est que les personnes qui ne jouent pas de musique, une fois qu'on a injecté la molécule là, qui crée des douleurs aux doigts, tout ça, ou à la main, ben, la zone dans le cerveau qui contrôle la motricité, elle a tendance à réduire assez rapidement après 2 jours. Alors que chez les musiciens, cette zone-là du cerveau qui est activée reste intacte. Donc ça, c'est vraiment un constat fort intéressant. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que les musiciens qui ont reçu l'injection au niveau des mains, là, ben, ils rapportent un inconfort qui est beaucoup moins grand que chez les personnes qui ne jouent pas de musique. Et plus les personnes qui jouent de la musique pratiquent leur instrument, moins ils vont ressentir la douleur. Donc, c'est un constat qui est formidable, qui met en relation la musique et les bienfaits que ça peut avoir sur des douleurs comme les douleurs chroniques. Il y a aussi probablement un bienfait au fait de bouger les doigts, hein, donc de garder la zone active, j'imagine. Absolument, c'est exactement ça. C'est avec le fait de jouer de la musique, on s'entraîne, on active, on sollicite ces zones-là motrices de la main. Donc, ça prévient un peu les douleurs qu'on pourrait ressentir dans un cas où on a des douleurs chroniques. Donc, est-ce que c'est un remède miracle? Ben, probablement pas. Mais ce qui est certain, c'est que ça peut améliorer la condition des personnes qui souffrent de douleurs chroniques. Ça peut peut-être ouvrir la porte à des traitements éventuellement pour mieux comprendre les effets que ça a positifs. Puis, ben voilà, c'est une belle découverte et puis c'est comme de la belle musique à nos oreilles. À tout le moins, ça alimente la réflexion pour penser autrement. Absolument, voilà. Qu'est-ce que tu as d'autre pour nous, Philippe? J'enchaîne avec une autre nouvelle. Tiens, ici, on va s'intéresser au lithium. Quand on parle de lithium, là, la plupart des gens ont entendu ce mot-là. Ben oui, des batteries au lithium. Oui, voilà. Effectivement, hein, les batteries qu'on voit dans des voitures électriques ou dans tous les autres appareils électroniques là, qui ont besoin de batteries. Le lithium, c'est un métal qui réagit fortement, mais c'est aussi un métal qui a un gros potentiel énergétique. Alors, c'est pas pour rien qu'on le retrouve dans nos batteries. Sur le plan médical, le lithium, quand on le donne sous forme d'un sel, ben, ça peut agir comme stabilisateur de l'humeur pour des personnes qui sont atteintes de troubles bipolaires ou de dépression encore. Le lithium, c'est un élément, c'est un métal comme bien d'autres qui est naturellement présent dans notre corps. On en a dans notre cerveau, puis ça contribue au bon fonctionnement. Mais il y a des chercheurs, plusieurs chercheurs qui ont émis l'hypothèse que une variation de ce métal-là, peut-être que ça a un lien avec la maladie de l'Alzheimer. Alors, dans ce contexte-là, il y a des chercheurs de l'Université Harvard qui ont publié une étude récemment et se sont intéressés, ils se sont dit, tiens, on va analyser les niveaux de métaux présents dans le cerveau des personnes âgées qui sont décédées. Puis parmi ces gens-là, tu avais des gens qui avaient un cerveau en très bonne santé, d'autres avaient d'autres personnes présentaient un trouble cognitif léger, puis il y en a d'autres qui avaient la maladie d'Alzheimer. Et quand ils ont analysé les métaux présents dans le cerveau, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que la concentration du lithium était vraiment réduite dans le cerveau des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Et un autre constat important, c'est que chez les personnes avec un trouble cognitif léger, il a observé des dépôts de lithium dans des plaques amyloïdes. Alors, quand on parle de plaques amyloïdes, là, on entend souvent ce terme-là dans le contexte de la maladie d'Alzheimer. C'est une caractéristique propre. C'est une accumulation de protéines qui forment des petits dépôts sur les neurones. Puis ça compromet leur communication. Ils n'arrivent plus à bien communiquer, puis ils vont éventuellement même mourir. Donc, le lien est assez évident à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'ont fait les chercheurs? En fait, en poussant leur étude, ils se sont rendus compte que les plaques amyloïdes, on dirait qu'elles se comportent comme des aimants à lithium. C'est comme si, autrement dit, les plaques amyloïdes vont capturer le métal, le lithium. Puis ça va entraîner la formation de d'autres plaques amyloïdes. Puis là, ça y est, ça fait boule de neige. Oui. Ça, encore une fois, ça capture du lithium. Fait que le résultat, c'est que la quantité de lithium disponible dans le cerveau, elle a beaucoup diminué à ce moment-là. Effectivement, et comme tu disais, ça irait avec le fait que dans le cas d'une maladie d'Alzheimer, ça dégénère et ça peut dégénérer rapidement. Oui, effectivement. Alors, dernier point sur cette étude-là, pour mieux comprendre c'est quoi l'impact du lithium là, dans le cerveau, les chercheurs ont pris des souris qui sont génétiquement prédisposées à développer des symptômes de la maladie d'Alzheimer, puis ils leur ont donné à ces souris-là une alimentation qui est pauvre en lithium.
Et après 5 semaines, ils ont constaté que les cerveaux de ces souris-là avaient presque 2 fois plus de plaques amyloïdes comparativement à des souris qui ont reçu une alimentation tout à fait normale. Oh, quand même! Oui, et un dernier point, c'est lorsque les souris étaient nourries pendant 5 semaines avec des petites doses de sel de lithium, là, on voit un effet positif, c'est-à-dire qu'on a observé une diminution des lésions cérébrales, puis une amélioration de leur capacité de mémoire. Alors, la question maintenant, c'est est-ce qu'il faut en prendre du lithium? Faut-il en consommer, nous autres, les humains, du lithium? Attention, on parle dans cette étude-là de microdoses de lithium. Oui, donc voilà. c'est vraiment des très petites quantités. Puis il faut se dire une chose, ça va prendre d'autres études pour être capable d'être certain, OK, quelle quantité on donne, puis à quel moment on va le donner à une personne comme traitement préventif ou alors un traitement pour ralentir la maladie d'Alzheimer. C'est encore des questions auxquelles il faut répondre. Mais on a déjà une bonne piste, c'est-à-dire le lithium a un rôle à jouer, a un impact, disons, dans la maladie de l'Alzheimer, puis ça vaut la peine de l'investiguer davantage. Encore une fois, ça ouvre le chemin à d'autres façons de penser, puis à d'autres études là, qui vont se faire par la suite. Donc, parce que, évidemment, les scientifiques, en lisant ça, vont commencer à s'intéresser davantage au lithium et aux quantités qu'il faudrait gérer. Éventuellement, c'est ça. Ça fera partie des prochains intérêts dans la recherche. Et en terminant, Philippe, est-ce que tu as autre chose pour nous? Si j'ai encore un peu de temps, oui, tu as un peu de temps. Parler d'une innovation technologique, en fait, d'un vêtement qui est vraiment intéressant et qui pourrait être très utile pour la détection des crises d'épilepsie. Donc, une crise d'épilepsie, c'est quoi? C'est lorsque notre cerveau s'emballe puis que là, il y a des décharges électriques là, de façon excessive qui se produisent. Certains comparent ça à comme une tempête électrique dans la tête, là, dans le cerveau. Parfois, ça amène des impacts plus ou moins perceptibles, mais dans bien des cas, ça va générer des convulsions qui vont durer plus ou moins longtemps. Ça va... le rythme cardiaque va s'emballer, la respiration également, tu vois. Ça peut même aller jusqu'à une perte de connaissance pour certaines personnes. Puis là, on s'imagine bien que quand la personne perd connaissance et qu'elle tombe par terre, par exemple, c'était debout, les blessures puis les fractures le risque augmente, autrement dit. Oui, et on s'entend, les crises d'épilepsie répétées, là, c'est très mauvais pour le cerveau à long terme. Oui, effectivement. Ça doit être assez pénible pour les gens qui sont atteints de ça. Oui. Bon, il existe des médicaments, mais ça ne marche pas pour tout le monde. Puis il y a d'autres avenues comme la chirurgie pour enlever la partie du cerveau qui est responsable des crises épileptiques, mais ce n'est pas pour tout le monde, ça aussi. Alors, il y a des gens qui vont plutôt s'intéresser à trouver des outils pour détecter les premiers signes du déclenchement d'une crise d'épilepsie. Et là, c'est dans ce contexte-là que je vous parle d'une étude de chercheurs au Québec, à l'Université de Montréal, menée par les docteurs Dan Koa Nguyen et Élie Bouassi. Donc, c'est 2 neuroscientifiques qui se sont intéressés à un vêtement, un chandail, qui, à l'origine, a été fabriqué et conçu pour des athlètes, mais les autres se sont dit, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser pour détecter les premiers signes d'une convulsion épileptique? Alors, je te parle du chandail. Il y a 3 types d'instruments sur le chandail. Il y a des ceintures thoraciques. Ça sert à mesurer le rythme de la respiration et la force à laquelle on respire. Il y a des électrodes pour mesurer l'activité électrique du cœur. Et puis, il y a un autre petit appareil qui est un accéléromètre. Ça, c'est pour détecter les mouvements. Quand ces trois instruments-là, dans le chandail, prennent une multitude de données, puis quand ils combinent ça ensemble, le chandail arrive à détecter les manifestations typiques d'une convulsion, comme par exemple un tremblement des membres, un emballement du rythme cardiaque ou encore des anomalies dans la respiration. Alors, dès que le chandail détecte ça, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un petit signal automatique, c'est-à-dire une alerte à qui? Soit une personne de ton entourage ou alors un professionnel de la santé pour que la personne qui est en train de subir une crise puisse avoir de l'aide rapidement. Donc, c'est un outil pour détecter les premiers signes d'une crise épileptique. Ça reste fascinant de faire ça avec un chandail quand même. Oui, quand même, on ne pense pas à ça, mais là, l'idée, c'est qu'ils font ça en laboratoire, ou du moins, ils font ça dans un milieu hospitalier, mais éventuellement, ce qui serait souhaité, c'est que les gens puissent porter ça à la maison. Ça permettrait donc aux gens qui sont proches des personnes qui souffrent d'épilepsie, d'être rassurés, parce qu'ils vont être au fait que s'il y a une crise qui se déclenche, ils vont être avertis avec une alarme comme ça pour que la personne qui subit la crise puisse être prise en charge le plus rapidement possible.
Comme tu le dis, c'est un outil supplémentaire. Oui, ça va être un outil. On le souhaite, hein? C'est comme ça qu'on le voit. Oui. Merci beaucoup, Fayette, d'avoir été avec nous. Ça me fait très plaisir. Bonne journée. Toi aussi. On est de retour et on va rejoindre Mme Laurence de Villars, qui est directrice générale de la Société de soins palliatifs à domicile du Grand Montréal. Bonjour, Mme de Villars. Bonjour, Élisane, ça va bien? Ça va bien, vous? Très bien, merci. On va parler d'un projet très particulier, mais avant, pouvez-vous nous dire votre organisme, à quoi il sert dans le Grand Montréal? Quel service vous donnez? Oui, donc la Société des soins palliatifs à domicile du Grand Montréal, communément appelée la SPAD, c'est beaucoup plus rapide à dire. Oui, effectivement. La SPAD, dans le fond, on œuvre depuis 1973, donc plus de 50 ans déjà, et on offre des soins palliatifs à domicile pour les gens qui sont atteints d'une maladie en phase palliative, donc une maladie qui est incurable, mais qui désirent vivre leur dernière étape de vie à la maison. Donc vraiment, tout type de maladie, que ce soit une maladie en lien avec le cancer, insuffisance cardiaque, insuffisance terminale, ça peut être une maladie orpheline aussi. Puis tous les types de clientèle d'âge. Donc, c'est du bébé naissant, malheureusement, oui, et jusqu'à la personne aînée. Et d'où vous est venue cette idée-là? Où était le besoin pour ouvrir cet organisme-là? Ben en fait, c'est vraiment une idée d'alternative à l'hospitalisation, finalement, parce que les gens étaient, à l'époque, en 1973, il y avait très peu d'options pour recevoir des soins palliatifs adéquats. Parfois, certains hôpitaux offraient l'unité de soins palliatifs, mais c'est des places qui sont très limitées, avec des pronostics très réservés. Pour être en UNSP, ouais. Par exemple, il faut être 3 mois et moins de pronostic de vie, ou parfois même 1 mois et moins. Donc, il y a des gens qui se situaient avec un pronostic plus variable, qui n'avaient pas vraiment d'alternative, puis qui voulaient rester dans la maison avec leurs proches aidants. Puis, c'est ça, il y a les CLSC qui offrent parfois ce service-là dans certaines régions, mais la demande était plus grande que l'offre. Donc, nous, on s'est dit, on va offrir en complémentarité avec le réseau une alternative pour que les gens restent à la maison le plus longtemps possible. Mais qu'on puisse répondre à leurs soins particuliers, parce que des fois, ils ont quand même besoin de soins médicaux, là.
Exactement. Donc, nous, c'est vraiment une équipe multidisciplinaire. Donc, c'est des infirmières, des ASSS, donc des auxiliaires de santé et services sociaux, des préposés aux bénéficiaires, si on peut dire, puis psychologues, intervenants en soins spirituels, travailleuses sociales. Donc, c'est une équipe vraiment multidisciplinaire qui travaille en complémentarité avec les médecins en soins palliatifs du réseau, puis qui font un plan de traitement comme à l'hôpital pour que la personne reste le plus longtemps possible à la maison, puis qu'il reçoit ses soins à la maison. Donc, même, par exemple, des traitements qui habituellement se font vraiment uniquement à l'hôpital, nous, on est capable de les faire à la maison. Donc, c'est quand même quelque chose qui a été réfléchi pour être travaillé en équipe, là. Ah, absolument, oui. Tout à fait. Puis l'équipe aussi avec les proches aidants, qui, on le sait, là, c'est les soignants principaux de nos malades d'aujourd'hui, puis ça va aller en grandissant la demande. Donc, pour nous, les proches aidants jouent un rôle extrêmement clé pour assurer le bien-être du malade à la maison, là. Et ça va plus loin, là, donc soins médicaux à proprement parler. On parle aussi du bien-être psychologique là, des gens. Oui, absolument, exactement. On offre du répit, on offre du soutien psychologique individuel ou en groupe. Vraiment, là, toutes les dimensions de la personne, que ce soit physique, psychologique, spirituelle, familiale, économique. Donc, on prend vraiment l'entièreté de la personne et de la famille même pour répondre au plus de besoins possibles. Donc, c'est vraiment un organisme là, qui est intéressant, mais vous avez aussi un nouveau projet là, par rapport à en 2024, je crois, vous avez ouvert. Oui. Donc, il y a Projet Maison Mobile. Pouvez-vous m'en parler un peu plus? Oui, donc dans le fond, le projet de Maison Mobile, c'est une idée de la docteure Marie-Hélène Marchand, qui, elle, s'est inspirée du programme PEACH qui existe déjà en Ontario. Puis c'est pour améliorer l'accès aux soins palliatifs pour la clientèle qui est en contexte d'itinérance ou en très grande précarité sociale. Donc, on sait que les gens qui sont en itinérance, parfois, ils ont une espérance de vie 2 fois plus courte que le commun des mortels, la population générale. Ils ont 4 fois plus de cancers, ils ont beaucoup plus de maladies aussi chroniques qui sont non traitées, puis qui ont malheureusement pas beaucoup accès à un continuum de soins du réseau. Souvent, ils vont à l'urgence, mais ils restent pas longtemps. Après, ils quittent, puis la maladie n'est jamais complètement traitée. Donc, nous, l'objectif de Maison Mobile, c'est que c'est pas une roulotte, c'est vraiment la maison, c'est notre équipe qui se déplace dans les milieux de vie des gens, que ce soit en refuge, des bancs de parc, des stations de métro, des choses comme ça, pour aller les prendre en charge puis leur redonner confiance au système de santé en bâtissant des relations justement là, basées sur l'entraide puis sur les soins dans leur milieu de vie pour vraiment qu'ils ne souffrent pas puis qu'ils ne soient pas seuls et abandonnés dans leur maladie. Vous dites quelque chose d'intéressant, de leur redonner confiance, parce que souvent, peut-être que le réseau hospitalier est quand même moins intime. Hein? On se retrouve dans des hôpitaux, souvent pas avec le même personnel, souvent on fait d'un hôpital à l'autre pour aller voir qui veut bien nous recevoir, nous traiter. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est beaucoup moins personnel, alors que vous emmenez, j'ai l'impression, quelque chose de plus sécurisant. Oui, plus sécurisant, puis à leur rythme aussi. Oui, OK. Parce que quand on va à l'hôpital, on doit suivre le rythme de l'hôpital. Oui, et l'équipe souvent. De l'hôpital. Tandis que nous, à domicile, on accompagne, on est comme vraiment une oreille bienveillante pour les accompagner dans leur maladie, mais à leur rythme. Donc, si eux veulent aller en traitement, on peut les accompagner pour recevoir les bons soins. Mais si eux veulent seulement être soulagés puis être entendus, ben on offre ça aussi. Tu sais, c'est ça la grosse différence que de travailler dans un milieu de vie qui est choisi par le patient. Mais il y a ça aussi, hein, vous le dites, quand on va à l'urgence, malheureusement, tout le monde est pressé. Les salles d'urgence de ce temps-là débordent, donc on n'a pas, même si on veut bien faire, les médecins et les gens qui travaillent là n'ont pas le temps. Exactement. Et ça, effectivement, là, pour des gens qui ont besoin de peut-être un peu plus d'écoute, qui sont dans une situation plus précaire, c'est quelque chose qui manque là, pour ces gens-là. Exactement, c'est ça. C'est vraiment comme un filet de sécurité pour qu'ils se sentent accompagnés puis qu'ils se sentent bien soutenus dans le milieu de vie qu'ils choisissent. Avez-vous une idée de combien de personnes ont eu recours à vos services depuis donc avril 2024, au moment où vous avez ouvert? Ça. Oui, bien c'est ça. En avril 2024, on a eu notre première subvention. En octobre 2024, suite à la formation qu'on avait faite dans les refuges pour détecter les gens qui sont en soins palliatifs, parce que nous, on ne peut pas les repérer là, de nos bureaux. Il faut vraiment avoir des alliés sur le terrain qui peuvent les repérer. Donc, suite à la formation qui s'est passée au courant de l'été 2024,
depuis octobre 2024 jusqu'à aujourd'hui, on a environ une 50aine de patients qu'on a suivis. C'est quand même très bien. J'imagine qu'avec le temps, vous espérez grossir votre offre de services? Oui, absolument. Donc, l'objectif là, à court terme, c'est vraiment d'élargir le nombre d'organismes communautaires avec lesquels on travaille, donc d'offrir nos services à d'autres refuges, de former davantage ces intervenants-là qui travaillent dans les organismes communautaires, puis aussi documenter les résultats cliniques puis humains de ce projet-là pour essayer d'inspirer d'autres régions ou d'autres organismes à faire la même chose. On parle beaucoup des gens de ces jours-ci là, qui ont des difficultés financières, des gens qui sont à la rue, malheureusement, là, de plus en plus. Il y en a de plus en plus, étant donné il y a hausse des coûts de la vie, entre autres. Oui, voilà. Il y a hausse des coûts de la vie, il y a des problèmes de logement abordable. Donc, j'imagine que les besoins sont en train d'exploser de votre côté aussi. Absolument. On connaît tous la crise d'itinérance, la crise de logement, la crise de logement abordable. Donc, nous, on tente de faire notre petit bout de chemin, mais vous savez, c'est comme une grosse courte pointe. T'sais. Nous, on fait notre carré, mais nous, le but de ce projet-là, c'est de rappeler notre rôle en tant que citoyen, de vraiment être plus inclusif dans notre équité aussi aux soins, puis de prendre soin du prochain, puis d'aider les autres. Si on peut le faire, on va le faire. Puis on avait une équipe qui était prête à ça, puis ils ont été ouverts à aller dans ce type de milieu-là. Donc, je suis très, très, très contente là, que le projet a porté fruit, puis que j'espère que ça va continuer à grandir. Visiblement, vous avez vraiment une belle équipe. Parlez-moi en terminant de la fondation. Oui, bien dans le fond, nous, la société dispense les soins, puis notre fondation, c'est un levier financier qui nous permet de financer nos projets à la société. Donc, c'est vraiment la même mission, mais c'est juste des bras opérationnels différents. Oui. Puis, nous, la fondation, dans le fond, le rôle de la fondation, c'est de rechercher des donateurs privés pour supporter nos projets. Nous, on a un financement à la société qui est hybride. Donc, 65 % c'est des subventions gouvernementales. Oui. Puis 35 % c'est des donateurs privés. Donc, la Fondation s'occupe vraiment d'aller chercher ce 35 % de donateurs privés. Et si on veut vous aider, où est-ce qu'on peut avoir plus d'informations? Sur notre site Internet, société-de-soins-palliatifs-à-domicile.com, il y a un onglet pour la Fondation avec plusieurs façons de donner. Ça peut être des dons ponctuels, ça peut être des dons mensuels ou à la mémoire d'un être cher que vous avez perdu. Donc, il y a plusieurs façons de donner en ligne. Merci beaucoup de votre travail et on vous souhaite un bon succès en 2026. Bien, merci à vous. Joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes. Merci beaucoup. Vous écoutez Sans détour avec Élisane Pellerin. On est de retour et on va parler avec Ingrid Valius, qui est coordonnatrice des services en accessibilité muséale au RAM, donc le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain. Bonjour, Mme Valius. Bonjour, Élisane. Comment ça va? Mais ça va très bien, merci. Et vous? Ça va très bien, merci. Nos auditeurs, auditrices connaissent quand même très bien le RAM, mais pour ceux qui ne seraient pas au courant, pouvez-vous nous faire un topo des services du RAM? Oui, en fait, le RAM, donc comme vous l'avez bien dit, le regroupement des personnes aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, c'est vraiment un regroupement qui vise à améliorer les conditions de vie des personnes aveugles et malvoyantes, afin de leur permettre vraiment de participer pleinement à la vie. Alors, il y a plusieurs offres, des services, par exemple, on peut avoir recours à des bénévoles, on peut sortir, faire des sorties, des activités culturelles. Il y a beaucoup de choses que le RAM offre à ses membres. Et d'ailleurs, vous êtes avec nous pour nous parler d'une nouvelle formation en accessibilité universelle que vous offrez au RAM maintenant. Oui, tout à fait. Depuis quelques mois, on l'a bâti cette année. En fait, on l'a déjà donné à 2 organisations muséales. Donc, c'est une offre qui s'adresse plus particulièrement aux musées, aux galeries d'art, aux centres d'artistes qui ont des expositions dans leur lieu et qui souhaitent mieux accueillir les personnes aveugles et malvoyantes. Alors, on a concocté cette formation
pour leurs équipes, toutes leurs équipes, que ce soit les personnes à l'accueil, les personnes aux communications, toutes les personnes qui imaginent les expositions. Quelles sont les modalités de la formation? Alors, en fait, le plus souvent, la formation s'adresse à une organisation. On accueille plusieurs des membres, des employés de cette organisation. Et puis, la formation complète est en 3 volets. Alors, il y a un volet qui est la technique de guide voyant, donc pour apprendre les bases pour guider, accompagner une personne aveugle. Et puis ensuite, il y a 2 volets qui sont un petit peu plus sur l'expérience du visiteur dans les lieux. Alors, ça va de l'accueil sur le site web, par exemple, et puis après, l'accueil en présence. Puis le dernier volet, c'est vraiment un volet qui est plus comment développer le public, comment aller au-devant du public des personnes aveugles et malvoyantes, et puis comment décrire des œuvres pour les personnes aveugles. Si vous avez concocté cette formation-là, j'imagine qu'il y avait un besoin. Vous avez vu un besoin, donc un manque au niveau de la formation qui était déjà existante? Ben oui, en fait, il y a de plus en plus les musées, les galeries d'art, on ressent qu'il y a de plus en plus une volonté d'améliorer en fait l'accessibilité universelle, mais l'accessibilité aussi pour les personnes aveugles et malvoyantes en particulier, mais avec des initiatives comme par exemple on peut avoir de l'audiodescription dans une exposition qui permet aux personnes d'écouter de la description d'œuvres, etc. Mais quand on a ce genre d'offre, il faut savoir en fait comment la mettre en place, comment l'offrir et tout simplement comment faire en sorte que le parcours de la personne, du public qui vient, soit bon. Donc c'est pas juste d'avoir des initiatives dans une salle, mais c'est aussi savoir comment l'offrir, comment accueillir les personnes pour que l'expérience soit la meilleure, en fait, soit optimale. Pour que l'expérience soit complète, en fait. Parce qu'avoir les outils, c'est une chose, mais en même temps, l'expérience peut quand même être négative si on a seulement les outils, mais que le reste de l'expérience n'a pas été pensé. Exactement, c'est tout à fait ça. En fait, on peut avoir les meilleurs outils dans une salle, mais si, admettons, l'étape à l'accueil en personne humaine est ratée, mais c'est toute l'expérience, en fait, muséale qui est ratée. Alors, effectivement, la formation, on part vraiment de la visite, vraiment du point 0 jusqu'à la fin de la visite, puis on essaie de couvrir toute la réalité du lieu. Donc, c'est une formation qui est vraiment adaptée aussi à chaque lieu, à chaque organisation. On peut parler autant à un grand musée avec plusieurs expositions simultanées qu'à une galerie d'art avec une petite exposition, 2 employés. Et nous, la formation qu'on offre, elle est vraiment... On prend en considération les besoins et les réalités de chacune des organisations qui nous approchent. Ça reste une bonne chose quand même que les gens soient plus ouverts ou en tout moins plus sensibilisés à l'accueil de personnes qui ont des problèmes de vision. C'est merveilleux, en fait. Et du handicap en général aussi. Bien sûr, on entend de plus en plus parler de gens qui sont ouverts aux enjeux d'accessibilité universelle, par exemple. Oui, tout à fait. En culture, il y a vraiment, en tout cas, c'est mon domaine, il y a vraiment un désir vraiment de s'ouvrir, d'améliorer, etc. Puis c'est vrai que quand admettons, avec notre formation, on améliore l'accueil des personnes en situation de handicap en général et plusieurs initiatives qui sont mises en place pour un public aveugle et malvoyant sont souvent des initiatives qui vont aider un plus vaste public. En fait, l'audiodescription, c'est un outil qui est utile pour tout le monde. En fait, c'est de la description d'œuvres, mais c'est aussi de l'information sur la démarche d'un artiste, sur le contexte, un petit peu d'interprétation. Donc ça, c'est intéressant pour tout le monde. La population aussi est vieillissante, alors on n'a pas tous un problème de cécité, mais on peut avoir des besoins au niveau de la vision qui change. Alors, les initiatives qui sont mises en place rayonnent vraiment pour une multitude de personnes. Puis ça aide aussi à avoir une sensibilité, c'est-à-dire même une personne qui n'est pas en situation de handicap précise ou déclarée, on pourrait être un petit peu plus sensible à ses besoins particuliers grâce à votre formation parce qu'on a été avisé d'avoir un service peut-être plus courtois ou plus personnalisé, par exemple. Oui, tout à fait. Je pense que c'est aussi pour ça. La formation est donnée en ce moment par mois, mais je suis toujours accompagnée par
une ou un membre du RAM. Donc, c'est vraiment une formation qui est donnée dans un dialogue. Alors, la personne qui est aveugle va partager son expérience, les côtés d'une visite dans un musée, les moins bons côtés. Et c'est sûr que ça sensibilise quelqu'un qui est voyant à une réalité qui n'est pas la sienne. Oui. Donc, oui, c'est très utile pour nous tous, en fait, Oui. dans notre vie quotidienne, en fait. On peut penser à des enjeux auxquels on n'aurait pas pensé là, si on n'avait pas eu cette formation-là. Et j'imagine, là, on en parle beaucoup, là, il y a communautaire, dans les ressources communautaires, il y a des besoins qui sont énormes là, ces jours-ci, étant donné là, les circonstances actuelles là, dans la société. Est-ce qu'au RAM, vous voyez aussi là, les besoins qui augmentent au niveau de votre clientèle? Oui, moi c'est sûr que mon domaine au RAM est vraiment très très pointu, oui. Parce que très pointu avec la culture. C'est sûr qu'il y a un désir en culture, il y a un désir des membres du RAM d'avoir accès à la culture, d'avoir un accès le plus autonome possible à la culture. Pour les autres domaines, je pense que mes collègues au RAM seraient mieux placés pour vous répondre, mais c'est clair qu'en culture, il y a encore énormément à faire, que ce soit pour les arts visuels, mais les arts de la scène aussi. Alors, oui, l'accès à la culture, c'est un des grands piliers, des 3 grands piliers sur lesquels se concentre le RAM en ce moment. Alors, notre travail est loin d'être terminé. On espère avoir encore beaucoup d'améliorations dans le milieu dans les prochaines années. Et quelles sont vos prochaines activités au RAM? Alors en fait, si les personnes sont intéressées, il y a l'écho du RAM qui est une infolettre qui est publiée toutes les semaines dans laquelle vous pouvez avoir accès aux activités qui sont organisées par le RAM. Donc là, je parle plus particulièrement des activités culturelles, ça peut être des sorties, des visites de groupe dans un musée par exemple. Donc pour ça, faut s'inscrire à l'écho du RAM. Donc je sais qu'à l'hiver, il y a plusieurs activités qui vont être organisées par mes collègues, notamment une visite par exemple au musée d'art contemporain pour avoir accès avec des médiateurs à l'exposition qui est en cours. Alors j'invite tout le monde à s'inscrire à cette infolettre pour avoir l'information. Et quels sont les principaux défis pour le RAM dans les prochains mois, que ce soit de votre côté ou du côté de vos collègues? Je pense que de mon côté, c'est vraiment, je pense, de pouvoir continuer en fait le travail qu'on fait, la sensibilisation et puis de donner notre formation, de faire connaître la formation pour que de plus en plus d'organisations et de personnes qui sont impliquées en culture puissent avoir accès à cette formation. Puis pour le RAM en général, c'est de vraiment pouvoir continuer à mener les différents dossiers qui sont sous son aile. Donc, je pense que c'est ça, en fait, de pouvoir vraiment continuer, avoir les moyens de continuer les actions du RAM qui sont importantes. Donc, vous avez principalement un site Internet. Vous êtes aussi sur les réseaux sociaux pour les gens qui s'intéresseraient de plus près à votre organisation. Tout à fait. Vous pouvez avoir accès sur Facebook, sur LinkedIn. Le site web du RAM présente toutes les formations qui sont disponibles. Vous avez accès à l'infolettre dont je parlais tout à l'heure sur le site du RAM. Donc, c'est une bonne façon de connaître aussi un petit peu le travail du RAM. Donc, sur le site ram.org, vous pouvez avoir l'historique, connaître un petit peu l'amplitude des actions qui sont menées par le RAM. Si les personnes sont intéressées à s'impliquer, c'est possible d'être bénévole aussi. Oui, il faut le dire. Tout à fait, c'est possible d'être bénévole, de s'impliquer auprès de personnes pour aider par exemple des personnes aveugles, malvoyantes pour des activités quotidiennes ou pour même les accompagner à des spectacles par exemple. Alors, toutes ces informations-là sont disponibles sur le RAM, le site du RAM. Parfait, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Mme Vallus. Ça me fait très plaisir. Vous êtes coordonnatrice des services en accessibilité muséale au regroupement des aveugles et amblyoptes du Montréal métropolitain. Merci beaucoup, bon temps des fêtes. Merci, vous aussi, au revoir. Au revoir.
retour pour la revue de presse et on va parler encore de la maladie d'Alzheimer. On en a parlé donc en début d'émission avec notre chroniqueur scientifique Philippe Ducharme. Et de mon côté, je vais vous parler donc d'une nouvelle recherche qui parle de l'obésité qui pourrait accélérer le développement de la maladie d'Alzheimer. Il y a des résultats qui disent que les analyses de sang pourraient être plus sensibles pour détecter la maladie d'Alzheimer que les seuls examens d'imagerie cérébrale pour repérer la manière dont l'obésité affecte les stades précoces de démence. Donc, c'est la première fois qu'on met en évidence la relation entre l'obésité et l'Alzheimer en tant que mesurée par des tests biomarqueurs sanguins. Bien sûr, on savait qu'il y avait une espèce de corrélation entre le fait d'avoir de l'obésité et d'avoir de l'Alzheimer. Par contre, c'est la première fois qu'on arrive à avoir des tests par biomarqueurs sanguins. Donc, quelque chose qu'on est capable de voir dans le sang. Okay? Donc, ça nous aide à avoir des pistes plus précises et plus mesurables de certaines choses qui affectent donc la maladie d'Alzheimer et qui peuvent accélérer son développement. Et là, ici, on parle évidemment du problème de l'obésité. C'est ce qu'a découvert le docteur Cyrus Raji, co-auteur de l'étude et professeur associé en radiologie et neurologie à la faculté de médecine de l'Université de Washington. Donc, ça s'est passé évidemment à Saint-Louis, aux États-Unis. En fait, le fait de pouvoir suivre l'influence prédictive de l'obésité sur l'augmentation des biomarqueurs sanguins, en plus de la sensibilité de la tomographie par émission de position, est quelque chose qui va vraiment faire avancer pour être capable de mieux détecter donc les marqueurs précoces de la maladie d'Alzheimer et évidemment à long terme être capable de voir les effets arriver et éventuellement de ralentir ou de déjouer les premiers signes de la maladie pour les personnes qui en seraient atteints ou qui peuvent en être atteints, qui ont des fortes chances finalement de développer cette maladie-là. Donc, les conclusions n'ont pas encore été publiées dans une revue à comité de lecture, mais seront présentées donc prochainement au congrès annuel de Société de radiologie d'Amérique du Nord. Et on en parlait aussi avec Philippe Ducharme, écouter de la musique pourrait réduire le risque de démence chez les personnes aînées. C'est aussi une étude qui a été faite par l'équipe du docteur Raji, donc sur 407 personnes pendant 5 ans, et toujours avec des prélèvements sanguins et des examens, donc TEP, donc de tomographie par émission de position. On se rend compte que les gens qui écoutent de la musique ont moins de développement de la maladie et que la maladie évolue moins rapidement. Ça va un peu avec ce que disait Philippe donc au début de l'émission, mais Philippe parlait de jouer de la musique. Ici, on parle d'écouter la musique, donc c'est peut-être quelque chose qui est plus accessible pour les gens qui auraient donc jamais joué de musique de leur vie et qui n'ont pas le temps ou le désir d'apprendre à jouer des instruments. Écouter de la musique, c'est à la portée de tout le monde et donc ça pourrait effectivement aider au niveau cognitif, les patients atteints d'Alzheimer ou les personnes qui ont des risques particuliers de développer Alzheimer. Donc, au niveau de l'obésité, donc c'est associé à une augmentation de 24% de la protéine NFL piéstatique, une augmentation donc de 29 à 95% plus rapide du biomarqueur sanguin PTAU217, qui est un biomarqueur sanguin qui vient avec, qui annonce la maladie d'Alzheimer. Donc, on parle quand même, c'est ça, autour de 25%, autour de 30%, parfois beaucoup plus pour les gens qui ont de l'obésité. Ça montre à quel point, en fait, ça peut être un facteur qui est déterminant, mais j'ai envie de dire aussi un facteur qui peut être détourné, parce que évidemment l'obésité, bien que évidemment c'est complexe, l'obésité, puis il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte, c'est aussi quelque chose qu'on peut renverser. Donc c'est aussi
une bonne nouvelle dans l'optique où, en comprenant mieux comment on peut arrêter la progression de la maladie, on peut aussi voir ça comme étant des signes pour mieux prévenir. Et donc, c'est ce que cette étude-là nous amène, en fait, pour être capable de mieux comprendre et éventuellement de mieux prévenir cette maladie-là. On s'en va complètement ailleurs. On s'en va donc pour la FIFA. Donc, pour l'association donc, de soccer ou de football, si on le dit à l'européenne, la FIFA est accusée d'ignorer les supporters du mondial en situation de handicap. Donc, on parle du mondial qui a été annoncé en Amérique du Nord, entre autres au Canada, aux États-Unis, au Mexique. Et ce qu'on reproche à la FIFA, en fait, c'est de ne pas laisser l'entrée gratuite aux accompagnateurs des personnes qui seraient en situation de handicap. On sait que dans plusieurs événements sportifs et événements culturels, quand on a besoin d'un accompagnateur pour venir avec nous dans ces événements-là, l'accompagnateur n'a pas à payer son billet. Étant donné, évidemment, que c'est obligatoire pour nous d'avoir un accompagnateur pour bien vivre l'événement. Et la FIFA, elle n'a pas sorti donc de gratuité pour les personnes qui auraient besoin d'un accompagnateur, d'une accompagnatrice pour aller au match de la FIFA. Et évidemment, on parle aussi des prix, les prix des billets pour le mondial en Amérique du Nord qui sont très, très, très élevés. Donc, imaginez si vous devez en payer 2 plutôt qu'un parce que vous êtes en situation de handicap. Si les billets avaient été, donc, de quelques dollars, on en aurait peut-être moins parlé, mais là, étant donné la situation où les prix sont exorbitants, c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes en situation de handicap là, qui ne pourront pas avoir accès à l'activité étant donné qu'ils ont besoin d'un accompagnateur et que celui-ci doit payer un billet et qu'ils n'ont pas les moyens de doubler finalement ce que ça va leur coûter. On rappelle donc que quand il y avait eu un mondial au Qatar, il y avait des billets pour seulement une dizaine de dollars pour les personnes en situation de handicap et l'accompagnateur, lui, avait l'entrée gratuite. Okay? Et là, on est très loin du 10 dollars pour ce qui est du mondial au niveau de l'Amérique du Nord. Donc là, évidemment, il y a eu une augmentation des coûts de la vie, mais quand même, on pense que la FIFA aurait pu faire plus attention à être plus sensibilisé à ces enjeux-là et on semble être passé du côté de la FIFA. Ça fait déjà là, quelques jours qu'on parle de ça et pour l'instant, on a beaucoup de nouvelles de la part de la FIFA qui n'a pas répondu à l'enjeu qui a été soulevé là, par des amateurs, des amatrices en situation de handicap. On verra si, au final, il y aura des mesures qui seront prises par la FIFA avant l'ouverture, évidemment, des mondiaux. Finalement, on va parler d'accessibilité sur le transport aérien au Canada. On en a parlé dans les dernières semaines, dans les derniers mois, beaucoup. Il y avait eu plusieurs incidents qui étaient déplorables avec des personnes en situation d'handicap qui avaient reçu de très mauvais services, des équipements qui avaient été brisés, entre autres, des gens qui avaient été refusés sur des vols à cause de leur handicap. C'était évidemment des situations qui étaient inacceptables. Et maintenant, la dirigeante principale de l'accessibilité du Canada, Stéphanie Cadieux, a rendu public ses constats après un travail auprès des transporteurs aériens et des organismes de transport afin d'élargir l'accessibilité du transport aérien pour les personnes en situation de handicap. Dans ce qui a été rendu public, donc dans les constats publics qui ont été présentés par Mme Cadieux, elle dit avoir tiré des apprentissages de ses échanges sur l'accessibilité aérienne. Elle dit aussi qu'il y aura des défis, que les progrès, les occasions et les rôles et les responsabilités sont du côté, évidemment, là, des grandes compagnies. Elle veut aussi sensibiliser le public et demander, évidemment, des changements. On s'attend à ce que des grandes compagnies emboîtent le pas et fassent des changements qui sont significatifs. Donc, selon il y a un communiqué publié à propos de cette prise de position, l'accessibilité est majeure.
et on demande des actions qui sont fermes, étant donné que dans les derniers mois, on s'est engagé à faire quelque chose, on s'est engagé à améliorer les conditions du public en situation de handicap, mais il y a très peu d'actions concrètes qui ont été prises. À part, évidemment, qu'il y a la Cour suprême là, qui ont demandé, je devrais dire exigé, à certains transporteurs aériens d'accommoder des personnes en situation de handicap. Mais outre ça, à part les exigences de la Cour, les transports aériens n'ont montré que peu d'ouverture et peu d'actions concrètes. Donc, on verra ce que ça donne avec le temps. On continue avec 576 résidences privées pour aînés qui sont toujours sans dispositif anti-fugue. On parle de près de la moitié des RPA qui hébergent des personnes à risque d'errance qui n'ont pas installé des dispositifs anti-fugue qui sont pourtant prévus dans leur certification. Ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que ces gens pour avoir ces certifications, il fallait mettre des dispositifs anti-fugue. Et ça n'a pas été mis par la moitié des résidences qui ont ce type de certification-là parce qu'ils accueillent des personnes qui sont en risque de fugue. Bien sûr, on en parle parce que dans les dernières semaines, il y a eu des drames terribles avec des personnes aînées qui sont malheureusement mortes de froid après s'être sauvées de RPA. Donc, c'est effectivement quelque chose qui a eu qui a causé des soucis pour les personnes qui étaient responsables des RPA, qui ont soulevé des questionnements quant à la sécurité des personnes en résidence. Et donc, pour ce qui est des RPA, il faudra revoir, en fait, les dispositifs. Il faudra envoyer aussi plus de gens pour faire des inspections surprises parce que, évidemment, si ça fait partie de la certification que d'avoir des dispositifs anti-fugue, ils doivent être mis de l'avant. Mais évidemment, il y a des problèmes au niveau de la rentabilité des RPA. Donc, on s'excuse au niveau des directions de dire qu'on n'a pas les moyens de mettre ces dispositifs-là qui coûtent plusieurs milliers de dollars. Donc, ce sera à suivre, à voir si on va sévir au niveau des RPA qui n'ont pas ce qu'il faut pour répondre à leur certification. C'est tout pour nous. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de Sans détour. Bonne semaine.